la Côte d'Azur ou encore la French Riviera. À la seule évocation de ces noms, notre imagination vagabonde. Lieu de villégiature pour nantis ou petit paradis pour retraités, les Alpes-Maritimes, c'est aussi l'arrière-pays et des parfums de lavande, de Provence. Le département recèle bien des trésors. Un Eldorado où l'on pourrait se croire à l'abri. Pourtant, 80% du territoire est soumis à des aléas naturels ou climatiques. Cette terre, où vivent plus d'1 million de personnes, est instable. Octobre 2015. Le déluge s'abat sur la plupart des villes du bord de mer. C'était une nuit d'horreur. Je devrais pas être là pour en parler. Des lieux parfaitement sûrs deviennent vulnérables. Qui va nous acheter une maison qui se trouve en zone inondable? On vous l'achètera, mais une bouchée de pain. Inondations, séismes et glissements de terrain, la situation s'affole là où l'État n'a pas d'autre choix que d'exproprier. Je ne me vois pas partir. La ville de Vence et ses alentours ne sont pas les seuls à être frappés par ce fléau, attisé par le changement climatique en cours. À moins de 30 km de Nice, la commune de Biot, notre première étape. C'est l'un des nombreux villages perchés et fortifiés du littoral méditerranéen. L'ancien fief des Templiers, puis des Chevaliers de Malte. Maison rempart, porte médiévale, Biot paraît bien protégée. Mais en contrebas, c'est une toute autre histoire. Denis Delaupe vit dans cette belle maison de style californien depuis 2000. Un rêve de gosse jusqu'à cette nuit d'automne. Comme vous le constatez, on est sur la Côte d'Azur, le soleil brille, on est dans un endroit paradisiaque. On a du mal à imaginer que le 3 octobre 2015, cette maison a été entièrement dévastée. On a tout refait de A à Z, portes, fenêtres, façades, intérieur. On a les images qui reviennent, perpétuelles. Les pompiers, l'hélicoptère qui tournait autour de la maison avec les faisceaux électriques. On nous envoyait des messages de ne pas sortir de notre maison. C'était une nuit d'horreur. Hein, rien que d'en parler, j'ai déjà les images qui reviennent. Il est 20h30, les premières pluies. Les cours d'eau se gonflent, l'eau emporte tout sur son passage. Le pont va être emporté. C'est le pont et les bagnoles. Partout, les rivières débordent. Les services de secours sont dépassés.
Le lendemain, dans la ville, des scènes de désolation. La ville n'avait jamais connu une telle catastrophe. La propriété de Denis Delope est située dans le hameau de la Brague, juste à côté de l'une des nombreuses rivières qui ont déferlé cette nuit-là. J'ai failli perdre ma fille qui a ouvert la porte d'entrée et qui a été engloutie par les eaux, que j'ai sauvée de justesse. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans l'angoisse. Surtout qu'on nous laisse comme ça, sans rien. Le cours d'eau, si paisible d'ordinaire, a débordé. Et tout le lotissement a été frappé de plein fouet. Aujourd'hui, Denis et ses voisins vivent toujours la peur au ventre. Aujourd'hui, ça va, on essaye d'oublier. Mais le plus dur, c'est dès qu'il pleut, on ne vit plus. C'est-à-dire la nuit, on ne dort pas, parce qu'on surveille. Je prends ma voiture, je viens jusqu'ici, sur le pont de la Romaine, pour voir si la Brague monte. Je me retrouve à 2-3 heures du matin à cet endroit pour surveiller la Brague, pour savoir si on doit partir ou quoi. Puisque lors de la dernière inondation, les sirènes d'alarme n'ont pas fonctionné. On s'est retrouvés piégés. On ne peut pas vivre avec une épée Damoclès sur la tête. On ne veut plus revivre cette nuit du 3 octobre 2015. On ne veut plus la revivre. Certains propriétaires ont déménagé du quartier. Au total, 20 maisons ont été rachetées par l'État grâce à un fonds spécial que l'on appelle le fonds Barnier, du nom de l'ancien ministre de l'Environnement. Mais à cet endroit, le fonds Barnier a racheté 3 maisons. Ils ont détruit une maison ici et une autre maison ici. Vous voyez, il n'y a plus rien. Ces maisons étaient toutes classées parmi les plus vulnérables du quartier. Jusque-là, à ses yeux, rien de scandaleux. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que 80 mètres plus haut, on accorde un permis de construire, toujours en zone à fort aléa. À cet endroit, un permis de construire a été accordé après les inondations de 2015. Le permis de construire a été délivré en 2018, soit 3 ans après la crue. Que se passerait-il si une autre inondation se produisait ? Si Denis est aussi remonté, c'est qu'en octobre 2015, des drames auraient pu être évités. Il nous emmène à la maison de retraite du Clos Saint-Grégoire. De temps en temps, je passe devant en circulant, je vois toujours cette fenêtre fermée. Et pour moi, c'est un crève-le-cœur, c'est inadmissible. Notre grand-mère est décédée dans cette chambre. Elle n'a pas pu sortir de sa chambre, il manquait du personnel. Il n'y avait que 2 personnes pour s'occuper d'environ plus de 50 pensionnaires. Tout le monde était au courant qu'on était en alerte orange. Les pensionnaires auraient dû être montés dès 10 h du matin à l'étage. L'eau est montée tellement vite mais que malheureusement, ces derniers instants ont été ici dans cette chambre. 2 autres pensionnaires meurent aussi cette nuit-là. Pourquoi une telle tragédie alors que depuis 1993, le rez-de-chaussée de cette maison de retraite était régulièrement inondé ? En 2005, 6 personnes avaient même déjà failli perdre la vie. Aujourd'hui, les pensionnaires ont été transférés ailleurs, à l'abri. La direction, elle, refuse de répondre à nos questions. Quant au maire de Biot, elle a été mise en examen pour homicide involontaire, pour violation délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence. On se demande si des pertes humaines ont une valeur à la vue de nos technocrates et de nos dirigeants politiques. 21 morts, 600 millions d'euros de dégâts. C'est le bilan du déluge qui a ravagé les Alpes-Maritimes cette nuit du 3 octobre 2015. Biot, Cannes, Villeneuve-Loubet, Antibes, Mandelieu, la Napoule, Valoris. Des communes dévastées, des quartiers détruits, des familles désemparées.
Et des entreprises qui ont mis des mois à se relancer. Au pied de la cité historique de Biot et juste à côté de la maison de retraite, l'une des fabriques de verre soufflé qui font la notoriété de la commune. Le 3 octobre 2015, toutes ces étagères que vous voyez étaient collées contre la baie vitrée qui était fermée là-bas. Dans le magasin ici, l'eau est montée à ce niveau-là et a continué son chemin et a dévalé jusque dans notre atelier de production. C'est la première fois qu'il y avait une vague qui détruisait la verrerie. On a déjà eu des petites inondations en 2005, mais c'est la première fois qu'on a des dommages aussi graves. En 2005, on a mis une demi-journée pour s'en remettre. En 2015, il nous a fallu 9 mois. « 60% de la production et de l'outil de fabrication sont détruits. Le musée, qui fait partie des hauts lieux du tourisme industriel des Alpes-Maritimes, est aussi endommagé. Comme vous voyez là-bas, les fours de fusion, l'eau est rentrée à l'intérieur. À partir de ce moment-là, c'est fini, votre four est fichu. Une inondation, c'est une vague. L'eau a tapé, est revenue, est repartie. Elle a explosé les baies vitrées ici pour sortir. On ne dort pas quand il y a alerte orange. On a tous un programme qui s'appelle Rain Today. On regarde les nuages, où est-ce qu'ils vont, parce qu'à aujourd'hui, aucun travail n'a été fait. Et c'est bien là où le bât blesse pour tous les sinistrés que nous avons rencontrés lors de cette enquête. Anne nous emmène ici à l'endroit où la vague est née. Un mini tsunami qui s'est propagé ensuite sur des kilomètres et jusqu'à la mer. Le vallon des Combes que vous voyez ici, vide, puisque c'est un vallon sec, c'est très vite rempli, a très vite été bouché par un embâcle, un bouchon qui était une voiture ici en plein milieu du vallon, qui a fait que l'eau est partie sur les côtés. Et puis avec la pression des bassins de rétention qu'on lâchait en amont, cette pression a fait que le bouchon que faisait la voiture a totalement explosé et a fait une vague énorme de 2 mètres à peu près qui est venue détruire tout sur son passage. Donc aujourd'hui, nous, ce que l'on demande, c'est que des travaux soient faits, l'entretien soit bien fait, et puis des préventions. Anne Lechazinski et d'autres sinistrés de la commune ont créé une association pour plaider leur cause. Merci, bonsoir à tous. Ce soir-là, Cyril Marot, du tout nouveau syndicat de gestion des cours d'eau du département, vient répondre aux questions et aux inquiétudes des propriétaires. Comme pour rappeler que le drame d'octobre 2015 peut se reproduire, l'orage gronde. Sur les visages, on sent l'angoisse. Cyril Marot ne tourne pas autour du pot. Il est franc, direct, et ça fait mal. Je vous le dis, clairement. Voilà, on ne peut pas protéger votre territoire à la crue que vous avez subie au mois d'octobre 2015. Clairement, on ne pourra pas réaliser des ouvrages qui vous protégeront à ce niveau de crue-là. Ça, c'est impossible. Comment se fait ce choix? Sur quelle étude? Donc, vous l'avez étudié et chiffré? Non, ça n'a pas été étudié ni chiffré, mais on sait pertinemment que c'est impossible à réaliser par rapport aux contraintes que vous avez, aux travaux qui ont été faits, aux aménagements qui ont été réalisés, c'est impossible. Il y a tout simplement une problématique financière, je vous dis les choses clairement. Actuellement, tous ces travaux-là sont financés au travers du fonds Barnier. Le fonds Barnier, ce n'est ni plus ni moins qu'un financement à partir des primes d'assurance. Donc c'est tout un chacun qui finance ce fonds Barnier. Et comme on a des événements de plus en plus récurrents et qui mobilisent de plus en plus de moyens financiers, à un moment donné, on a une problématique tout simplement financière par rapport à ça. C'est pour ça que... Difficile à encaisser pour Anne, Denis et tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de rester vivre dans des zones désormais classées en zone rouge, zone vulnérable. Le
Le lendemain, c'est Jean-Luc, policier à la retraite, qui tient absolument à nous montrer les infrastructures qu'il faut réaménager au plus vite. L'une des failles se trouve au bord de l'autoroute. Ce matin-là, il était loin d'imaginer ce qu'il allait trouver. Qu'est-ce qu'elle fait, cette voiture-là? Juste après le déluge de la veille. Regardez cette voiture. Ça prouve bien qu'il y a un danger. Il y a eu un gros orage hier soir. Il n'y avait pas d'alerte météo. Vous vous rendez compte, on n'était même pas en alerte orange. Et une voiture qui a dû être emportée, certainement qui devait être au golf ou je ne sais pas. Mais enfin, elle n'a rien à faire ici, cette voiture. Je vous ai amené ici pour vous faire voir la problématique de la digue de l'autoroute. Ces buses se bouchent par les arbres qui sont arrachés ou les cannes de Provence. Ça ferait un vrai obstacle et l'eau ne peut plus s'écouler. Et quand elle ne s'écoule plus, elle repart en arrière et elle inonde toute la plaine. Pour convaincre les pouvoirs publics de réaliser des travaux, Jean-Luc a récupéré ces photos prises le lendemain de la crue d'octobre 2015. L'eau n'a aucun échappatoire. C'était prévu en 1957 de faire un pont, mais pour des raisons économiques, ils ont mis des buses. En autoroute, il faut qu'il y ait un pont pour que l'eau passe. Il faut faire un ouvrage comme il était prévu il y a 60 ans. Construire un pont coûterait une fortune. Pour le moment, les autorités n'en font pas une priorité. Comme de nombreux propriétaires, Jean-Luc voudrait jouir de sa retraite en toute tranquillité. Mais depuis 2015, il est sur tous les fronts. L'eau est arrivée à peu près ici. Et pourtant, la maison est rehaussée de 80 cm. Des photos, des documents, il accumule tous les éléments pour faire avancer son dossier. Là, vous avez tous les documents, les archives. C'est votre combat. C'est le combat. Vous allez voir, regardez, nous on se trouve ici, dans le lotissement, et regardez toute cette zone. Toutes les villas de la résidence sont en zone inondable, avec des conséquences immédiates pour les propriétaires. Eh ben, on est en danger et spolié parce qu'on ne pourra jamais vendre. Qui va nous acheter une maison qui se trouve en zone inondable? On vous l'achètera, mais une bouchée de pain. Donc on n'a pas les finances nécessaires pour aller habiter ailleurs. Pourquoi ne pas faire le nécessaire pour que toute cette zone soit protégée? On en est là. Dans son lotissement, l'État a déjà exproprié 5 familles. Elles ont toutes été indemnisées à la valeur du bien avant qu'il ne soit placé en zone rouge. Alors celle-ci, cette maison et cette maison qui est là vont être détruites. Les propriétaires vont être indemnisés par le fonds de Barnier. Et elles vont être détruites très rapidement. Voilà, vous voyez là, c'est une maison qui a été en cours de destruction. Ça a été racheté, le propriétaire a été indemnisé par la loi Barnier. Et voilà, et là, ils vont commencer à la détruire. Il n'y a pas d'étage, donc il n'y a pas de zone de protection. Donc vous comprenez bien que des gens ne peuvent pas rester là. Hein. Ouais, regardez, ça fait mal au cœur de voir une maison dans un état comme ça. Je me mettrais à leur place, ce serait pareil. Hein. Quand vous prenez des hauteurs d'eau comme ça, c'est votre vie que vous risquez. Mais après les autres maisons à étage, pourquoi on ne fait pas le nécessaire pour protéger les populations? Voilà, on reste en danger et aucun travaux n'est voté. C'est ce qui est plus grave. Trois semaines plus tard, la maison est détruite. Le propriétaire construit ailleurs, loin de la rivière. Ici, il ne sera plus possible de bâtir la moindre infrastructure. Mais comment limiter les risques dans un territoire où le danger reste omniprésent? Nous sommes allés rencontrer Serge Castel. C'est le directeur de la DDTM, la Direction des Territoires et de la Mer. Aujourd'hui, on ne construirait plus pareil et l'État ne laisserait pas faire. Voilà. Est-ce qu'on a mis en danger des populations en les laissant construire? Alors, on les a mis en danger à une époque où le risque n'était pas le même, encore une fois. Et c'est ça qu'il faut intégrer. Je suis désolé. Il faut intégrer que le risque n'était pas le même. Quand vous comparez une crue de 1872 sur la Brague à celle d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même. Il y avait personne à l'époque. Oui, mais c'est pas que ça. Le lit n'était pas le même. Et bon, voilà, c'était pas la même inondation, c'était pas le même phénomène.
Dire que demain, il y a 1 million d'habitants dans les Alpes-Maritimes sur le littoral, on va tout prendre d'un bulle, on va les raser, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Par contre, dire comment on va accompagner pour qu'on repense l'urbanisation, on redensifie à certains endroits pour dédensifier ailleurs, pour laisser des espaces, ça ne va pas se faire en 3 ans, en 4 ans, ça peut se faire en 20 ans. Mais c'est une obligation, on en est tous convaincus là-dessus. Mais aujourd'hui, les populations qui vivent dans les zones les plus vulnérables veulent des réponses plus immédiates à leurs craintes. Pour elles, impossible d'oublier cette funeste nuit d'octobre 2015. À Mandelieu-la-Napoule, la vie a pourtant repris son cours. La rivière, le Riou, longe en toute quiétude la résidence du Cap-Vert. Plus aucune trace du drame n'est visible. Les stigmates sont hélas toujours présents dans les mots des victimes. Ginette Denis est à la retraite. En aménageant ici, jamais elle n'aurait imaginé vivre un tel cauchemar. Regardez comme c'est beau. La colline s'en perd. Il y a le Riou qui y passe. Ici, il y a eu des incendies dramatiques en 2007. Et puis quelquefois, on a des petits tremblements de terre qui nous font peur. Et en 2015, nous avons eu les terribles inondations, le 3 octobre 2015. C'est beau, c'est dangereux, mais on est bien ici. On est heureux de vivre ici. Notre résidence, elle est belle, elle est fleurie, il y a des palmiers. C'est presque le paradis. Mais je suis en colère parce qu'on n'a rien pour réguler l'eau. L'eau, quand elle descend, c'est des vagues de plus de 3 mètres. Les inondations, on ne pourra peut-être pas les éviter. Mais on peut faire en sorte qu'elles descendent moins vite. Parce que ça pourrait éviter qu'il y ait des morts. C'est ça le problème. On a eu 8 morts dans la rue. Là, tout petit, là, 8 morts. Ginette refuse de se taire. Dès qu'elle le peut, elle plaide la cause de tous ceux qui, dans la résidence, veulent vivre sans peur du lendemain. Pour que personne n'oublie cette tragédie, elle a écrit un livre pour raconter le calvaire qu'elle a vécu. L'eau qui déferle en ville et qui se rapproche de la résidence. Ça monte super vite, hein. C'est ok, ben on va se casser vite, mon gars. L'un de ses voisins filme la montée des eaux qui s'infiltrent partout. Dans les appartements du rez-de-chaussée, puis dans les escaliers. Les portes du sous-sol sont fermées. Quand je suis arrivée dans le parking, il n'y avait pas d'eau. Et puis, d'un seul coup, une explosion. La porte qui est tout à fait là, la petite porte là, elle a explosé. Il y a eu des vagues jusqu'au plafond. Je suis rentrée dans ma voiture et alors là, j'ai foncé à travers l'eau qui descendait. C'était terrible. J'étais perdue, je ne savais pas où j'étais. Il y avait l'eau à mi-portière des voitures. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne descends plus dans les sous-sols, je ne descends plus, terminé. Mais il faut prévenir les autres personnes, il faut prévenir tous les locataires des rez-de-chaussée qui ne sont pas au courant qu'il y a eu des morts ici. Alors bien sûr que je suis un oiseau de mauvais augure parce que je parle encore des inondations et que les gens veulent tous oublier. Mais on ne peut pas oublier qu'ils... Je ne pourrais jamais oublier que ces personnes... Je ne devrais pas être là pour en parler. Et je suis survivante et je peux en parler. Dans la résidence voisine, le même désarroi. Certes, le syndic tente de mieux informer les locataires et propriétaires des menaces, mais pour Prosper, on est toujours loin du compte.
Donc moi j'habite ici. Alors le panneau, en cas d'inondation, ne pas descendre dans les garages, monter dans les étages. Alors l'eau est montée jusqu'à hauteur du plan de travail. Donc tout le bas de la cuisine a été refait. Et en cas d'alerte, vous faites comment? Je vous fais voir. Voilà, on a acheté la station météo pour être au courant d'un peu de ce qui peut se passer dans la journée ou même 4-5 jours après. Si on a une alerte, la mairie nous envoie un SMS sur mon portable. Nous avons, pour la nuit, une torche. Et tous les 2 heures, on regarde si l'eau monte ou pas. Vous avez peur la nuit? Oui. De toute façon, je vous dis, tous ceux qui sont en rez-de-jardin ont peur maintenant. Donc, Et la mairie vous informe des risques ici? Oui, elle nous a informés. Enfin, on a reçu ce petit livre il y a quelques jours qui nous donne toutes les informations sur tous les risques qu'il pourrait y avoir. Les inondations, submersion marine, parce que ça peut arriver aussi. Les tempêtes qu'on a eues il n'y a pas tellement longtemps. Vous voyez, C'est dangereux de vivre ici, finalement. Ici ou ailleurs, alors on ne sait plus où aller. De toute façon, alors après, à part sur une île déserte, peut-être, et encore. Mais bon, on fait avec. Prosper et Annie ne comptent plus que sur eux-mêmes. Nous avons changé la baie vitrée. Maintenant, c'est plus épais, plus renforcé. Plus efficace, à votre avis? Plus efficace, on l'espère. À Mandelieu comme à Biot, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour limiter les dangers et les risques de voir une crue majeure se reproduire. Ici, la ville est prise en étau entre 2 rivières, le Rioux et la Siagne. Jean-Valéry de Sens est élu de l'opposition à la mairie de Mandelieu-la-Napoule. Plusieurs fois par semaine, il fait son footing le long des cours d'eau. Il regarde, scrute et cherche le moindre indice qui pourrait montrer que la ville n'est toujours pas à l'abri d'une catastrophe. Et juste en face de nous se trouve ce qu'on appelle un embâcle, c'est-à-dire une accumulation de troncs d'arbres, de branches et de déchets, derrière lesquels vont s'accumuler énormément de quantité d'eau lorsqu'il y aura un orage. Et au moment où cela va céder, cette eau va partir comme une grande vague. Et c'est ces vagues-là que notamment Ginette a pu vous décrire en 2015 lorsque sa résidence a été terriblement inondée. Voilà, on réalise vraiment quelle peut être la puissance de la rivière. Lors de la dernière crue le mois dernier, elle est montée à plus de 3 mètres de haut et a rongé la rive. L'entretien des rivières fait toujours défaut. Pourtant, c'est le moyen le plus efficace pour éviter d'autres inondations éclairs. Reste une question essentielle. Qui doit se charger de nettoyer les cours d'eau? Voilà, ça c'est un embâcle en formation où commencent à s'accumuler quelques troncs d'arbres et quelques branches. Et au fur et à mesure des crues, on va le voir grossir et prendre une ampleur phénoménale. La grosse difficulté, c'est que la majorité de ces obstacles sont sur des terrains privés et les personnes qui sont propriétaires de ces terrains n'ont généralement pas les moyens pour les entretenir. Alors on peut les forcer à faire l'entretien grâce à des dossiers qui ont été créés par les communautés d'agglomération. Mais le problème, c'est que même si la communauté d'agglomération s'occupe de nettoyer le lit des rivières, après elle va le refacturer à ses propriétaires qui de toute façon n'ont pas les moyens de payer. Pour la majorité des communes frappées par la crue d'octobre 2015, c'est l'impasse. Et pour Jean-Valéry de Sens, dans ces conditions, il n'est plus possible de vivre en toute sécurité dans les zones les plus vulnérables du département. À moins que l'État ne décide d'assumer la facture. Mais pour le moment, il n'en est pas question. Depuis les années 60, le département subit une urbanisation désordonnée. Un survol de la région montre que la pression foncière est très forte. L'une des plus denses de France. Il faut dire que la quasi-totalité de la population réside dans la frange littorale.
peu d'espace pour de nouvelles constructions. En revanche, l'arrière-pays, lui, est quasi désert. 15 000 habitants pour un tiers du territoire. Pas difficile alors d'imaginer que les promoteurs immobiliers profitent de chaque mètre carré constructible sur la côte, en oubliant parfois qu'une zone peut très vite devenir vulnérable. C'est le cas ici, à Cagnes-sur-Mer. Très bel endroit, bien bucolique, des endroits où on aime se promener. Sur une petite rivière, là, en milieu un peu urbain quand même, parce que regardez un peu ce qu'il y a autour. Inauguré le 21 octobre 2015, le centre commercial Polygone Riviera avait été inondé avant même son ouverture officielle. Un avertissement ? Sûrement. Mais comment passer outre 350 millions d'euros d'investissement ? En période de crue, cette rivière peut devenir un véritable torrent avec un très gros débit. Ici, l'eau peut monter très rapidement et on peut avoir tout de suite de l'eau dans les parkings. En octobre 2015, puis en juin 2016, les parkings sont inondés. Imaginez qu'un jour, ici, il y ait une crue subite, en pleine journée, un week-end. Des gens pris par la panique iraient peut-être rechercher leur voiture et on risque d'avoir des drames. C'est la course au profit, c'est la course à l'occupation de l'espace, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, on va maintenant chercher les derniers espaces disponibles. Ça peut être dangereux, parce que imaginez ce qui s'est passé en 2015. Pourquoi il y a eu des noyés à un moment donné? Parce que les gens sont allés rechercher leur voiture dans le parking. Et la vague de submersion est arrivée à ce moment-là. Et ils se sont fait bloquer dans le parking. Le centre commercial, c'est près de 180 enseignes et 1500 emplois créés. Une aubaine pour les élus locaux qui, avec la pression climatique, ont de moins en moins de terrain pour se développer. Dilemme cornélien. Comment relancer l'activité économique dans un territoire où les fléaux sont multiples et de plus en plus violents? L'urbaniste, Fabrice de Coupigny, nous emmène dans l'un des lieux qui va connaître un essor considérable à l'horizon 2050. Il faut savoir qu'il y a à peu près une quarantaine d'années, il n'y avait presque rien. Tout était en zone agricole et surtout des zones horticoles. Nice, la vallée du Var, était connue pour ses œillets et pour la culture de ses fleurs. Aujourd'hui, tout est dédié ici à l'urbanisation et à la pression foncière. Idéalement située entre mer et montagne et au cœur de la métropole niçoise, la région est l'objet de toutes les convoitises. Mais bientôt, la plaine du Var n'aura plus de plaine que le nom. Venez avec moi, je vais vous montrer un truc. Hop. Alors voici le Var. On est sur la digue et là vous avez le lit du Var. Regardez en 1925 l'embouchure du Var. Il n'y a pas d'urbanisation. C'est désert, il n'y a rien du tout. Je vais vous montrer des photos de 1985. Là, c'est totalement urbanisé. Et ce n'est pas fini. Si l'urbaniste nous montre ces photos, c'est pour mieux insister sur les dangers d'une urbanisation galopante dans un secteur déjà soumis au risque de crue. La preuve, ces images qui datent de novembre 1994. Le Var sort de son lit et déborde de toutes parts. À l'époque, la presse parle déjà d'inondations historiques. Ici, il y aura bientôt un centre d'affaires international, des logements sociaux, des écoquartiers. L'opération immobilière vise à redynamiser la métropole. Une Silicon Valley à la française, rivale de Sophia Antipolis. Mais il y a un revers à la médaille. Si vous mettez des immeubles un peu partout, s'il y a une inondation, il y aura des courants de crue beaucoup plus importants parce que l'eau va contourner ces immeubles et on risque d'avoir des drames. Aujourd'hui, on joue avec la sécurité de certains citoyens qui habitent la plaine du Var, oui. Avec la hausse des températures et ses effets, tous les experts en conviennent. Les Alpes-Maritimes seront de plus en plus fragiles. Ici, 80% des terres sont déjà soumises à un plan de prévention des risques naturels.
À l'ouest du département, d'autres menaces, des risques de glissement de terrain qui seront plus nombreux au fil des années. Nous sommes sur les hauteurs de Grasse, juste au-dessus de la route Napoléon. Depuis 2008, Thomas Lebourg ausculte les zones les plus sensibles de la région. Il est chercheur et géologue à l'université de Sophia Antipolis. Alors là, on est sur le chemin du Foulon. Donc voilà, c'est une zone qui est soumise aux chutes de pierre avec un dénivelé très important. Donc on va braver le danger et aller vers ces crevasses, failles en montagne. Nous allons longer le canal du Foulon qui alimente en eau la ville de Grasse. Thomas Lebourg connaît bien ces lieux, mais ce n'est pas la flore sauvage qui l'intéresse ici. Je vais vous montrer quelque chose d'assez important. En dessous, c'est canalisation. Allons-y. Voilà. Bon, c'est assez instable. Hein. Ah, c'est dangereux quand même là. C'est dangereux si on tombe dedans. Donc là, on est sur le compartiment qui bouge. Donc le morceau qui est en train de partir, là, je vais aller voir vite fait si. Alors là, on a une belle crevasse hein, qui est très grande, qui fait plus de 20-30 mètres de profondeur ouverte. Hein. Plus sur 100-200 mètres. Et là, on voit qu'elle est assez active. Hein. On a toute la terre qui se décolle. Donc là, il y a les racines qui sont cassées. Ça montre que ça bouge activement. Hein. C'est lors d'une sortie en famille que Thomas Lebourg a découvert cette faille. Depuis, il l'étudie sous toutes les coutures. Danger, il y en a du danger, parce que imaginez que quand il pleut de manière assez intense, toute cette eau-là, au lieu de ruisseler, elle s'engouffre dedans et le processus s'accélère. C'est pour ça qu'on a mis des capteurs. Ces capteurs permettent de connaître la dilatation. Et si le capteur casse, eh bien là, il y a un système d'alerte qui est mis en place au niveau de la mairie. Hein. Aujourd'hui, c'est la route Napoléon, située juste en dessous, qui est menacée. Ça a bien bougé là encore, hein, sérieusement. Ça s'est bien ouvert là. C'est inquiétant? Non, ça bouge vraiment. Non, c'est vrai. C'est pas inquiétant, mais j'aime pas le terme d'inquiétant, ça bouge. Le problème d'inquiétant, c'est qu'on affole les gens, ça sert à rien de les affoler. Ça bouge vraiment. Donc le problème du géologue, c'est qu'il dit que ça bouge. Le problème de l'élu, il dit quand. Je sais pas quand. Et c'est difficile de dire quand, il faut mettre des moyens pour savoir quand. Et ça, c'est des moyens juste pour limiter la casse. On va pas beaucoup plus loin avec ça. Les zones où il pourrait y avoir des glissements de terrain capables de provoquer des catastrophes majeures sont connues des scientifiques qui auscultent la montagne. Un travail au long cours. Alors on voit la ville de Grasse au fond, qui est construite à flanc de collines, et toute la montagne glisse. On peut compter des glissements de terrain qui font entre 15 et 20 millions de mètres cubes, donc c'est les quartiers entiers qui bougent. Vous voyez les falaises au fond, donc la faille elle passe, elle longe la falaise, elle continue, elle passe à travers la ville et elle ressort au niveau de l'antenne de la ville. Donc c'est une faille qui traverse toute la région et qui va compartimenter comme un clavier. Et on a des touches de piano qui au cours du temps vont tomber. Pas d'inquiétude à court ou moyen terme pour la ville de Grasse, mais les experts gardent un œil sur cette faille et toutes les autres qui traversent la région. Les changements climatiques peuvent accélérer le processus. Et à chaque fois qu'on a des phénomènes de pluie extrêmes, eh bien on a des zones qui se réactivent avec plus ou moins d'intensité. Donc on parle de Grasse parce que c'est une ville emblématique où on a quand même des mouvements qui sont assez importants dans la zone est, mais ces changements climatiques vont avoir des conséquences sur toute la région. Depuis 2010, un observatoire national a été créé avec une demi-douzaine d'experts de la région. L'objectif est d'avoir une vision plus pertinente des zones sensibles. Sous la direction de Thomas Lebourg, les chercheurs ont déjà identifié et cartographié les territoires les plus menacés. Ok, alors on va voir où est-ce qu'on a posé les capteurs. Alors cette carte présente les zones de glissement de terrain de grande ampleur qui ont été cartographiées depuis une dizaine d'années dans la région. C'est les zones en rouge. Ici, donc on a Grasse ici, Pont-du-Loup, au-dessus de Vence, Gatière et Carros. C'est des glissements de terrain qui ont eu lieu, pourraient encore se reproduire là? Ils peuvent se réactiver, tout à fait, assez rapidement d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà fragiles.
Et il y a de nouvelles zones entre ces glissements de terrain, entre les zones rouges, qui sont des zones de potentialité de nouveaux glissements de terrain. On est sur des territoires où l'homme a construit de très nombreuses habitations sans se préoccuper de ce qui s'est passé dans les temps anciens et en ne planifiant pas le temps futur, tout à fait. Alors, comme à Vence, par exemple, ou à Grasse. Et combien de personnes sont concernées par ces risques? 80 000 personnes habitent sur les zones instables à l'heure actuelle dans la partie ouest des Alpes-Maritimes. Certaines zones sont plus sensibles que d'autres. Saint-Paul-de-Vence, perché sur son éperon rocheux et entouré de remparts, n'est absolument pas menacé. Si ce village médiéval de 300 habitants est épargné, ce n'est pas le cas de ses voisins. À quelques kilomètres de là, le Prat-Julian, situé sur la commune de Vence. Une résidence avec 35 villas sur 6 hectares. Un havre de pêche jusqu'à la décision de l'État d'exproprier tous les habitants. Jackie Cavalin a vécu une grande partie de sa vie dans cette maison familiale. Il refuse de partir. Mais voilà, je vais vous montrer de quoi il en retourne. Les maisons qui sont concernées par les exclusions sont celles qui sont devant moi. Ce sont des maisons qui, à première vue, sont dans un bon état. Et il y en a d'autres un petit peu plus loin. La partie qui est déboisée était lotie, les maisons ont été démolies. Et derrière, la partie la plus pentue, où les permis de construire n'auraient jamais dû être autorisés, il a été démoli plusieurs maisons qui, elles, risquaient évidemment les plus gros. En 2000 et 2001, les maisons les plus proches de la rivière s'effondrent. D'autres suivront. Voici les images prises au lendemain du glissement de terrain. Et les maisons n'avaient rien à faire à cet endroit-là. Il était prévu à 100%, 1000% qu'il allait se passer quelque chose. L'État ordonne la destruction des premières maisons. Tous les propriétaires sont indemnisés par le fonds Barnier. Mais Jackie, lui, fait de la résistance. Et quand on évoque des questions de sécurité, l'ancien colonel sait de quoi il parle. À la retraite aujourd'hui, il a fait toute sa carrière chez les sapeurs-pompiers. S'il reconnaît que la majorité des villas en contrebas sont en danger, il réfute l'idée que sa propriété le soit également. La preuve, dit-il, les services de l'État ont modifié les cartes qui montrent les lieux les plus vulnérables. Alors il y a deux cartes, une qui date de 2001, où l'on aperçoit la zone à risque par ce gros trait noir. Et lorsqu'on cherche la maison dans laquelle nous nous trouvons, elle se trouve à l'extérieur de la zone à risque. Et puis en septembre 2017, une autre carte qui démontre que maintenant, la maison se trouve complètement à l'intérieur du périmètre. Pour ouvrir le parapluie de la prévention, la maison se trouve incluse dans la zone, et y compris une partie de la cuisine d'été. L'État et les communes, c'est-à-dire une administration aveugle qui se comporte comme une Autriche, ne peut pas spolier. C'est une spoliation. Ça remue des choses difficiles. Avec sa fille et son gendre, il a décidé de se battre. Je ne me vois pas partir. Avec l'argent, je pourrais construire quelque chose, mais à l'âge que j'ai, je ne vais pas m'embarquer dans une construction de 3 ans, 4 ans, etc. Donc, pour mon cœur et pour ma femme, j'aimerais que ça se passe pour le mieux. En attendant, il a pris un avocat pour plaider sa cause auprès de la commune et des services de l'État. À la mairie, on sait que Vence, en dehors du cœur historique, est située à certains endroits sur une terre très instable.
Patrice Mirand est adjoint au maire. Il sait que d'autres situations comme celle du Pras-Julian peuvent se produire et alourdir la facture déjà élevée. Aujourd'hui, les glissements de terrain coûtent combien à la communauté? 20 millions d'euros en ce qui concerne la zone du Pras-Julian. On peut aller très loin cette facture à terme. Tout à fait. Il y a des zones qui présentent des caractéristiques géologiques proches de celles du Pras-Julian sur d'autres quartiers de la commune. Et en effet, on ne peut pas généraliser le traitement que nous avons opéré au Pras-Julian sur les autres zones menacées de la commune. Quelle est la solution alors? C'est d'apprendre aux gens qui sont dans ces zones-là de vivre avec ce risque et d'essayer de le maîtriser au maximum avec toute la gamme de solutions techniques qui existent aujourd'hui pour conforter notamment ces zones-là. Parce que là, si on imagine d'autres expropriations, vous pourriez payer? Non. C'est impossible. 80 000 personnes impactées dans l'ouest des Alpes-Maritimes et combien dans l'est? Difficile de connaître le nombre exact de victimes potentielles. Mais les derniers événements montrent qu'autour de Nice, la terre glisse aussi. Comme ici, au-dessus de Menton. Nous sommes en janvier 2014. Si la pluie s'est enfin arrêtée ce matin, les ennuis ne sont pas terminés pour les habitants du Haut-Pays mentonnais qui se retrouvent encerclés par les coulées de boue. À Sainte-Agnès, les habitants de ce quartier ont eu une grosse frayeur. Le terrain de mon voisin est parti, donc automatiquement le mien est fragilisé. Donc voilà, on reste inquiet, vigilant et inquiet. Ici, la route s'est effondrée sous le poids d'une voiture et l'accès au village de Gorbio se fait par des voies détournées. Une grande partie de la côte est touchée. Mais des années après, les pluies diluviennes continuent à faire des dégâts. À certains endroits, le terrain est déstabilisé. Nous retrouvons le géologue Thomas Lebourg à la Turbie. Nous sommes juste au-dessus de la principauté de Monaco. Alors vous allez voir à quel point le terrain est mouvant. Donc là, il y a une barrière pour protéger de la circulation. Et là, on se retrouve avec la route qui a totalement disparu. Donc elle est partie, elle a glissé. C'est très fréquent dans la région. Hein. On a des routes qui partent. On a tout l'enrobé qui est parti là. Une grosse pluie, sûrement 2014. Et la route est complètement partie. Donc là, elle est bloquée. Donc on est vraiment sur un quartier qui bouge beaucoup. Hein. Accrochée à la colline, la Turbie se définit comme une ville de charme et d'histoire. Perché à 500 mètres d'altitude, c'est un balcon unique sur la mer Méditerranée. Voilà pour la présentation officielle. Mais on pourrait aussi la montrer sous un autre angle. Eh bien voilà, nous avons la ville de la Turbie, ici, avec une falaise abrupte, de nombreux rochers et toute une zone d'habitation. Donc quand il pleut, les quantités d'eau énormes rentrent dans le massif, coulent sur la surface, rentrent dans cette roche qui est plus basse et génèrent des glissements de terrain. La zone, ces derniers temps, montre quelques signes inquiétants qu'il faut absolument surveiller. Alors là, on peut voir sur la route les effets du glissement de terrain, avec des fissures qui s'ouvrent, qu'on va retrouver sur l'ensemble de la route. Et là, des crevasses dans lesquelles on peut passer la main complètement à l'intérieur. Ces crevasses-là, elles ont moins d'1 an, elles ont entre 1 an ou 2 ans. Hein. Et ça traduit vraiment le mouvement. Donc souvent, ce sont des petits signes comme ça qui manifestent et qui annoncent quelque chose de beaucoup plus grand dans sa masse. Et après, on va les prendre tous les uns après les autres, les rassembler, et on aura comme ça la forme de la zone qui est active en ce moment. Donc là, on va continuer le long de ce petit chemin et on continue à voir ces fissures, ces crevasses qui traduisent le mouvement d'ensemble du versant. Et à gauche, on a la falaise. Donc là, elle est assez courte, mais après, la falaise va monter de plus de 100 mètres de haut. Et on est au contact entre la falaise, une faille, et tous les éboulis qui, au bout d'un certain temps, se mettent à glisser. Parce que l'homme a aménagé, parce qu'il y a de l'eau qui ressort, et il y a la conjugaison entre ces différents facteurs, qui fait que ça devient instable, tout simplement. Ici, rien ne peut se faire dans la précipitation. Même si les indicateurs paraissent alarmants, il faut prendre le temps de mesurer la réalité du risque. Alors là, on est situé au sommet de la colline. On a la maison qui a bougé. On voit la terrasse qui s'est cassée.
Et pour bien comprendre justement la différence entre le mouvement du sommet de la maison et du reste de la colline, on a mis des instruments, des micro-GPS, une station météo, des forages dans le sol, pour comprendre la relation qui existe entre le mouvement et la quantité d'eau qui va arriver sur la zone. 2 ans d'études seront nécessaires tout autour de ces villas pour appréhender le danger. Et les maisons tout autour peuvent être impactées? Physiquement, on ne le voit pas bien, mais elles glissent tout doucement. Et à un moment donné, si le processus ne s'arrête pas, elles vont se casser en petits morceaux. Là, il y a combien de maisons menacées? À peu près 90 maisons qui sont menacées de manière active à l'heure actuelle. Avec le changement climatique, les risques de pluie diluviennes augmentent. Pour les géologues, rien ne sert de jouer les oiseaux de mauvais augure. La situation peut être maîtrisée à condition de reconnaître qu'il y a un risque. Sans diagnostic, pas de remède. Sans argent, pas de solution. Contrecarrer un glissement de terrain ou des chutes de blocs, ça coûte aussi cher presque qu'une maison. Donc on va doubler le prix. C'est pour ça que le prix de l'immobilier parfois dans ces zones-là, au-dessus de Monaco, est excessivement cher. Parce que c'est des pentes abruptes. Et pour avoir des terrains à peu près plats, on double le prix de la maison. L'urgence climatique rappelle à tous qu'il y a un prix à payer quand on défie les lois de la nature. Dans les Alpes-Maritimes, plus question de construire n'importe où et n'importe comment. Les excès des années 80 et 90 appartiennent au passé. Le bouleversement du climat en cours, un mal pour un bien peut-être, à condition de ne pas continuer à braver la nature.